Bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Moi c'est Edouard, du coup je vais vous parler effectivement d'architecture oignon. Alors tout de suite, il y a un code of conduct donc vous n'aurez pas le droit de me huer, mais j'ai entendu un truc qui m'a un peu choqué juste avant, c'est qu'apparemment c'est la journée mondiale de la chocolatine. Alors, sachez qu'on va clore ce débat tout de suite. On ne dit pas chocolatine ou pain au chocolat, on dit comme dans le Nord, on dit un petit pain. Voilà. Le vrai sujet, il est sur est-ce qu'on dit un pain au raisin ou un escargot, ou alors un Mont Blanc ou une torche au marron. Enfin, allez voir les Alsaciens, c'est un peu des malades. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'architecture oignon. Pour me présenter vite fait, moi je travaille pour Hopper, c'est une boîte qui est assez récente, qui est à Lille, à Lyon et à Paris. On va dire que c'est un juste milieu entre l'ESN pour la partie communauté et la partie portage pour le salaire. J'aurais pu mettre mon salaire, mais on va éviter. Et du coup, moi, ici, je suis Head of Craft pour Hopper. Alors, Head of, c'est un peu un terme à la mode. L'idée, c'est que je vais un peu structurer la vision qu'on a du développement logiciel au sein de notre entreprise pour aussi aller apporter du coup de la qualité chez nos clients. Donc, en fait, c'est tout des trucs qui tournent en DD, du TDD, du BDD, du DDD. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, l'architecture logicielle, ce qui est hexagonal, oignon et tout ça, ce sont des outils qui sont à notre disposition. Donc ça, ce sont des outils techniques. Il y a aussi des outils humains que je vais aborder pendant cette présentation. Alors déjà, à main levée, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'architecture hexagonale dans la salle? Ouais. Des gens qui font de la 3/3 peut-être, contrôleur service repo? Non? Si, oui. Du coup, on va voir le point commun en fait entre ces architectures-là. Donc en fait, il y a l'architecture hexagonale, oignon et la cleanarchy, qui sont des architectures qui s'orientent métier, qui s'orientent domaine, c'est-à-dire la partie jaune au milieu. Ça va être notre cœur business, là où on va vouloir mettre le code fonctionnel, le code métier, on va vouloir le mettre au centre pour avoir une volonté d'avoir les mots fonctionnels, donc le langage de notre interlocuteur, de notre client, au-delà de l'infra, de la base de données, des trucs comme ça, que l'on peut retrouver dans des architectures antérieures. Alors là, je vais tenter une comparaison un peu foireuse, mais le Go, le jeu de dames et les échecs, ce sont un peu des jeux qui jouent sur un damier avec une volonté de capturer les pièces de l'adversaire. L'idée derrière cette comparaison, c'est de dire qu'en fait, ces archis-là, elles s'orientent tous sur la même chose, mais en fait, c'est les règles que l'on va mettre en place sur notre architecture qui vont être plus ou moins simples, en fait. Il est beaucoup plus facile de jouer au Go qu'aux échecs. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut en reparler après la presse. L'avantage aussi, du coup, ça va être un peu ces choses-là, c'est-à-dire que comme on va se concentrer sur le métier, on va devenir indépendant de certaines choses, c'est-à-dire qu'on va être indépendant du framework, on va plus vraiment raisonner en Spring, par exemple. On va être indépendant de l'interface de l'utilisateur, on va plus raisonner écran. On va être indépendant de la base de données, on va éviter de réfléchir à est-ce qu'on va poser une Postgre, est-ce qu'on va poser un MongoDB, le modèle on va le poser, tout ça, ça vous rappelle peut-être vos cours de l'école où on faisait des MCD, des MLD, même moi je ne sais plus, où on posait tout ça et puis on le faisait et puis au bout d'un moment on se rendait compte qu'on s'était foiré et qu'on devait changer les choses. Ça a aussi l'avantage d'être testable, d'être facilement propice au changement, puisqu'on va être indépendant de ces choses-là. Et comme je disais tout à l'heure, on va mettre le langage fonctionnel au cœur de notre application. Je vous laisse lire vite fait. Du coup, dans l'idée, là je me moque un peu, mais en fait, j'ai participé à plusieurs DevFest en tant que comme vous, pour voir des confs et tout ça. Il y avait des confs sur ces archis-là. Et il y a toujours cette petite hype de dire putain j'ai vu un truc trop bien, l'hexagonal c'est super, on va arrêter ce qu'on faisait avant et puis on va faire ça et puis on va l'appliquer partout parce que c'est ce qu'il faut faire, même sur des crudes. Spoiler alert, ne faites pas ça.
Et pareil, des gens qui disaient ouais, on va se concentrer sur le domaine et tout, et puis qui foutent du Spring partout sur leur couche, avec des add components, des add services, etc. Des choses qui normalement ne sont pas à faire, mais on pourra le voir après. Petit aparté du coup, est-ce que finalement l'hexagonal, alors relevez la main ceux qui font de l'hexagonal. Ouais. Gardez la main levée si vous pensez que la 3 tiers et l'hexagonal c'est la même chose. Il n'y a plus personne, c'est dommage. Si okay. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas? J'aurais tendance à dire qu'en fait, l'hexagonal, c'est une généralisation de la 3 tiers. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Effectivement, côté 3 tiers, on va retrouver ce que je disais juste avant, où on va se concentrer un peu sur la base de données, etc. Mais en fait, si on regarde d'un point de vue implémentation, on va retrouver notre contrôleur, notre service, notre repository. Et en fait, quand on fait de l'hexagonal, du coup, quand on va poser des ports, un peu comme un ordinateur, vous avez des ports d'entrée, des ports de sortie, c'est un peu le même principe. Vous allez rentrer dans votre application par un port d'entrée et peut-être que votre application va aller chercher quelque chose à l'extérieur via un port de sortie. En fait, si on applique ça sur la 3 tiers, ça revient à mettre des interfaces, en fait. De dire, voilà, j'ai mon contrôleur, j'ai mon service, je vais poser une interface entre les deux, comme ça mon contrôleur ne connaît pas l'implémentation directement de mon service. Et pareil, côté service, je vais avoir un port de sortie qui va vers le repository, du coup, sans en connaître l'implémentation directement. Donc finalement, j'aurais tendance à dire que c'est une généralisation, l'hexagonal, qui permet d'aller un peu plus loin, de dire, j'ai peut-être pas que de la base de données, je peux aller appeler des API, etc. Tout comme je suis pas forcément obligé d'avoir un contrôleur, même si dans la réalité, j'ai l'impression qu'on en a toujours un. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pareil, venez me voir après, on en discute. Du coup, moi, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être une manière de faire de l'architecture oignon. Alors, l'architecture oignon, l'hexagonal, la cleanarchy, c'est grosso modo la même chose, comme je disais, c'est plus les règles que l'on va appliquer. Et je vais vous montrer comment je l'applique dans mes missions. Donc, à gauche, vous avez la partie entrante, à droite, vous avez la partie sortante. Du coup, on va retrouver tout ce qui est contrôleur, ça peut être du contrôleur HTTP, ça peut être du Kafka, ça peut être de la CLI, ça peut être autre chose. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'API. Alors, API pour Application Provided Interface, pas pour Application Programming Language Interface. C'est donc ce qui rentre. À droite, ce qui sort, le S, c'est pour service, donc Service Provided Interface. C'est là où on va se dire, en fait, on peut communiquer avec un ORM, on peut communiquer avec un message bus, on peut communiquer avec une API tierce, avec du mailing, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est là où ça disparaît, cette notion de 3 tiers, où on se concentrait que sur de la base de données. Là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Au centre, du coup, à la différence de l'hexagonal qui dit au centre, c'est le domaine. En fait, ici, ça va être ce qu'on appelle l'application core, c'est-à-dire le cœur de notre application. Parce qu'en fait, on va y retrouver les notions de routage applicatif. On va retrouver l'application service, on va retrouver le command handler. Donc le command handler, c'est dans l'idée, j'ai des commandes de métier à mettre dans mon système. Je vais passer par une interface où je vais faire exécute-moi telle commande. Et c'est lui qui retrouve le service adéquat pour exécuter la bonne règle fonctionnelle. Pareil, je peux avoir un query handler. Le query handler, c'est dans l'idée de lecture. Donc ça, c'est dans les principes un peu de CQRS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est dans l'idée qu'on a des écritures et on a des lectures. Le query handler permet de récupérer des vues ou des projections pour notamment afficher à l'utilisateur, par exemple. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une différence avec l'hexagonal et l'oignon, c'est qu'en fait, la partie domaine, il y a vraiment une couche domaine à l'intérieur de la couche application. Où on va retrouver notre domaine service, on va retrouver notre domaine modèle et on va retrouver un port particulier, du coup, ou une SPI particulière qui est le repository. Donc en fait, le domaine service, ça va être un service qui permet de piloter plusieurs domaines modèles. Le domaine modèle, ça va être grosso modo nos entités, nos concepts fonctionnels, notre langage, notre vocabulaire métier va se retrouver essentiellement là. Et on va avoir notre repository qui permet d'interagir avec ces entités pour aller les chercher là où elles sont. Je vous montrerai un exemple concret après, mais dans l'idée, l'exemple, ça va être de la location de voiture. Potentiellement, je peux récupérer mes locations, des trucs comme ça. Ça va se retrouver là. Ensuite, il y a une notion de use case. Donc, en fait, c'est quand on veut exécuter notre
notre besoin métier, quand on veut exécuter la règle fonctionnelle, on passe par ce qu'on appelle un use case. Et le use case, il démarre à partir de la couche application. Donc en gros, j'ai mon application service ou mon command handler, je lance une commande fonctionnelle, donc par exemple louer une voiture, dans l'exemple que je vous montrerai après. Ça va jusque peut-être dans un domaine service, on ne sait s'il existe, ça va jusqu'au repository, ça récupère le repository, enfin l'entité qu'il y a dedans, ça joue quelque chose et ça remonte. Moi, personnellement, je pars de la couche application. Il y a des gens, dans un principe qui s'appelle le in and out, partent du contrôleur. Personnellement, je ne le fais pas parce qu'en fait, ça sous-entend que je connais déjà mon contrôleur à l'avance. Je sais déjà si je vais faire de l'HTTP, de l'événementiel et tout ça. Alors, dans certains cas, dans beaucoup de cas, c'est le cas. Mais en fait, je ne veux pas me polluer avec de l'infra dans mon cas fonctionnel. Demain, je veux changer la techno. Par exemple, c'est un peu con, mais je veux passer par du Spring ou du Quarkus et du coup, les contrôleurs sont à réécrire. Ça change pas mon besoin fonctionnel, mon use case, ma couche applicative va pas forcément changer. Pareil, les dépendances vont vers l'intérieur, donc ça c'est le même principe qu'en hexagonal ou qu'en CleanArchi. Hein. C'est le fait que votre rond au milieu, là, votre domaine modèle, n'a pas conscience du rond du dessus, qui n'a pas conscience du rond du dessus. C'est l'inverse, c'est-à-dire que votre contrôleur connaît votre service, qui connaît votre repository, c'est jamais votre repository qui connaît votre service, qui connaît votre contrôleur. Ensuite, autour de ça, du coup, par rapport à l'archi-oignon, c'est ce qui est dit, c'est que le framework, il est au-dessus, il entoure le cœur applicatif. Donc en fait, ça va permettre, d'un point de vue concret, de dire, en fait, si je prends Spring par exemple, ça va être, je vais créer des fichiers de configuration dans l'infra Spring où je vais instancier mes bins, etc. Je vais instancier mon domaine tranquillement, sans polluer mon cœur applicatif. Et la dernière petite chose, ça va être les tests. Alors j'ai mis BDD dedans, mais BDD n'est pas un truc de test. J'y reviendrai après. C'est là où on va entourer de tests, et donc dans ma démarche on va faire du TDD, c'est-à-dire qu'on va explorer notre domaine, on va faire émerger nos entités, on va faire émerger notre repository, potentiellement nos commandes, etc. On va construire autour de ça et on va pouvoir avoir un jeu de tests, des tests unitaire du coup. Alors je vais faire une petite aparté là-dessus. Le test unitaire, il y a deux façons de le voir. Il y a l'unitaire au sens je teste une méthode dans une classe par exemple, ou il y a unitaire au sens je teste un comportement. Et donc le comportement, on peut traverser les couches, c'est la notion de use case en fait. Et du coup je vais pouvoir tester mon use case au complet. Ça du coup c'est un petit troll aussi par rapport au conf que j'ai pu voir sur l'hexagonal, où on vient dire, vous voyez, vous avez votre domaine, là où vous avez votre cœur applicatif, et puis vous avez votre infra, là où vous mettez vos trucs de base de données et tout ça. Et donc, structurellement parlant, dans votre code, sur votre Eclipse, IntelliJ, VS Code, j'en passe, vous avez deux packages. Vous avez votre package domaine et votre package infra. Ça, c'est un choix de packaging, c'est pas un choix d'archi. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir un package domaine et un package infra et faire de la 3/3. C'est vraiment un choix de découpe du code et c'est plus un choix d'archi. Pareil, ça c'est un petit troll aussi d'une mission que j'avais faite, je nommerai personne, mais la conversion entre la partie domaine et la partie infra, donc vous avez un DTO qui rentre et vous allez le convertir en objet du domaine. Et puis, les gars, ils font des tests parce qu'ils sont contents et puis ils ont moqué Mapstruct. Alors, je ne sais pas qui utilise Mapstruct et je ne comprends toujours pas pourquoi on utilise ce truc. Mais, en fait, si on se met à moquer un peu tout ce qu'on utilise, à un moment donné, notre test, il ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, par rapport à la remarque que je faisais sur domaine infra, il y a une notion de screaming architecture. Est-ce que ça parle à tout le monde, la screaming archi? Non? Levez la main. Personne. Parfait. Ce talk sert à quelque chose. Du coup, la screaming architecture, en fait, le principe, c'est de dire
Quand vous avez votre projet, vous arrivez sur une mission, vous faites un git clone pour le peu que ça marche parce que vous avez bien configuré votre SSH. Vous récupérez votre code et puis vous allez, en tant que dev, explorer un peu ce que fait le code. Et du coup, quand vous ouvrez l'arborescence de votre projet, si vous n'avez pas directement en vue les notions fonctionnelles, les notions métiers, c'est que potentiellement il y a un petit souci. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre projet et que vous avez un package controller, un package service, un package repository, ça ne vous dit pas grand-chose sur ce que fait l'application et donc vous êtes obligé d'explorer. Et alors, si vous avez le cas, je pense que parmi vous il y en a, moi aussi j'ai eu le cas, vous vous retrouvez à devoir ouvrir ces 3 packages pour retrouver le flow fonctionnel d'un besoin fonctionnel en fait. Hop. Du coup, le principe de la Screaming Architecture, elle permet de choisir comment on va structurer nos packages. Donc, la partie de gauche, c'est ce que je disais, c'est le package en couches, de dire, en fait, je vais dévoiler les couches de mon application, et donc, je vais mettre en avant, finalement, la technique au-delà du métier. Et moi, un système que j'aime beaucoup, c'est le package par feature. Alors, ça peut dérouter au début, mais en gros, j'ai un package qui parle de ce que fait de ma règle fonctionnelle, et je fous tout dedans. C'est-à-dire que vous allez retrouver le contrôleur, le service, le repository, les DTO, les entités, fous ça tout dedans. Et puis, du coup, vous avez un nouveau dev qui arrive, il ouvre le truc, il vomit, forcément. Et du coup, ça ne vous empêche pas, à l'intérieur de ce package, d'ensuite dévoiler un peu la technique que vous avez derrière. C'est-à-dire que la partie, par exemple, les packages contrôleurs, services et tout ça, en fait, vous allez le mettre dans le package de votre feature, plutôt que l'inverse. Donc, parce que dans l'inverse, vous auriez vos packages techniques et peut-être votre package de feature qui se retrouve dupliqué à chaque endroit. Et donc, dans une logique où on veut faire des archis qui parlent métier, c'est mieux de mettre le métier aussi au cœur dans le nom de nos packages. Du coup, ce qui marche pour la 3/3 marche pour les autres archis, c'est-à-dire qu'en fait, le package par feature, en fait, il s'en fout de l'architecture que vous allez poser. Tant que vous parlez fonctionnel, vous êtes tranquille. Voilà, tout ça pour dire que finalement, les archis métiers, orientés métier, c'est bien beau. Et en fait, si vous n'avez pas de vocabulaire métier à mettre dedans, ça sert à rien. Du coup, en fait, ce que j'entends par ici, c'est de dire que l'architecture restera toujours une solution tant que le problème est clair. Donc, je parlais de BDD tout à l'heure, ce qui s'appelle le Behavior Driven Development. Dans la démarche, je vais vous montrer ça juste après dans la démo. En fait, dans la démarche, ce qui compte le plus, au-delà de l'architecture, c'est la communication que vous avez dans votre équipe entre les techos, nous, les beaux gosses aussi, et les, entre guillemets, fonctionnels, les PO, les QA, les stakeholders, etc. En fait, pour pouvoir produire des architectures comme ça, et pour pouvoir mettre le métier au cœur de notre logiciel, il faut absolument qu'on parle entre nous. Et donc, le Behavior Driven Development, c'est ce qu'on appelle de la spécification par l'exemple. Typiquement, alors moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des PO dans la salle, mais ça me ferait beaucoup rire. Moi, je dis souvent un truc et je me fais incendier après. Le PO n'est pas légitime à écrire des US. Alors là, vous allez être comme Pikachu, là. Oh, mon Dieu. Oui, parce qu'en fait, ce qui part en prod, c'est ce que le développeur a compris. Donc en fait, si l'US, elle n'est pas claire, le développeur, il comprendra ce qu'il a envie de comprendre, et ce qui partira en prod, le code qui sera produit, sera approximatif. Donc dans la démarche, on va essayer justement de mettre les gens ensemble, autour d'une table, qui discutent, et que l'US soit produite ensemble. OK ? Vous pouvez faire oui de la tête. Alors, on va essayer de basculer ça. J'ai le droit ? Ouais. Pour éviter d'être trop, d'être trop complexe, j'ai pris un exemple, j'ai fait un exemple vite fait qui est disponible sur GitHub. C'est de la location de voitures, parce que je viens de Lille, c'est loin, ou c'est Toulouse qui est loin, je sais pas. L'idée, ça va être qu'on a 2 règles, somme toute assez simples, entre guillemets. C'est qu'on peut louer une voiture à partir du jour d'aujourd'hui,
grosso modo, et on peut le louer pendant 7 jours. Et on n'a pas le droit de louer une voiture qui est déjà louée, enfin qui est en cours de location. Du coup, pour l'exemple, j'ai pris du Given, ça va me permettre de vous montrer quelque chose après. L'idée, c'est que ça, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, mais ça, c'est lisible par quelqu'un du métier. Donc là, grosso modo, si je le lis, étant donné qu'aujourd'hui, enfin la date du jour, c'est maintenant, et que une voiture n'a pas encore été louée, quand le client loue la voiture elle est louée de tel jour, enfin telle date à telle date. Et si je prends l'autre cas, ça va être, étant donné qu'on est à telle date et que la voiture elle est louée de telle date à telle date, quand le client essaye de louer cette voiture, on peut lui dire désolé Coco, pas possible. Donc ça, c'est la partie test du schéma que je vous montrais tout à l'heure. C'est la petite partie test qui va partir de mon cœur applicatif. Derrière se cachent des phrases. Alors, ne soyez pas surpris des auto-wired, ce n'est pas ma faute. Nous sommes dans une classe de test, nous en avons le droit. C'est juste que l'injection de dépendance par constructeur ne marche pas dans ce système-là. Tant pis, il n'y a pas mort d'homme. On va retrouver du coup, derrière chaque phrase, les choses que j'ai envie de mettre en place. Je vais mettre en place l'heure, parce qu'on pourra en reparler après, mais il faut arrêter de faire des instants de point now. On va retrouver la mise en place de notre repository de location. On va retrouver notre commande, alors c'est où ? C'est un peu plus, voilà, c'est là. On va retrouver notre commande fonctionnelle, c'est-à-dire qu'avec les métiers, on a discuté, on doit pouvoir louer une voiture, donc rent car, ça paraît pas mal. La voiture, elle a un identifiant, le client aussi, ça paraît pas mal de parler de ça. Et puis, on a nos petites assertions à la fin qui va nous permettre de regarder un peu des choses. Donc, par exemple, le fait qu'il s'est passé quelque chose dans notre système, la voiture a été louée, avec du coup une notion d'identifiant de location, etc. Donc là, j'ai mis en place tout ça. OK, on va du coup explorer un peu. Alors, je ne fais pas le partage d'écran, c'est un peu chiant. Dans l'idée, toc. Donc ça, c'est mon point d'entrée. C'est la partie API, du coup, sur ce qu'on voyait. C'est mon point d'entrée pour exécuter mon use case. J'ai volontairement, du coup, une interface qui s'appelle use case. Ça permet de facilement les retrouver, notamment quand on fait ça, là. Quand vous en avez plein, vous pouvez retrouver la liste de vos use cases. C'est plutôt pratique, les IDE pour ça. Et on va regarder comment ça marche vite fait. Un code qui est, somme toute, assez simple. C'est-à-dire que, en fait, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a une location déjà dans les dates souhaitées. Est-ce que la voiture, elle est louée à la date du jour. Si elle l'est, en fait, le client, il va se faire voir. Et puis, sinon, on exécute le truc, on crée une location. Alors, rent car ici, ça va être que on prend la date du jour, on lui ajoute 6 parce que la règle c'était louer 7 jours. On s'en fiche un peu. On crée notre location et puis on la sauvegarde. Et puis ceux qui ont envie de s'intéresser au fait que la voiture elle a été louée, on publie ça dans un event bus, étant donné que l'event bus, le rent repository et voire même la clock qui est un truc Java d'ailleurs natif sont considérés comme des SPI du coup. Donc la partie de droite, on va sortir pour faire quelque chose. Du coup, dans ce package, j'ai un package use case. Alors là, c'est parce que je n'en ai qu'un de use case. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, on retrouve tout ce qui concerne ce use case. Le fait que la voiture a été déjà louée, ça concerne uniquement ce use case. Donc, je le mets dedans. Je ne fais pas de package exception à l'extérieur. On va retrouver du coup la commande fonctionnelle, on va retrouver l'événement métier qui est produit par ce use case, on va retrouver le use case en tant que tel, et on va retrouver la route au sens HTTP du terme, c'est-à-dire qu'ici j'ai mon contrôleur grosso modo qui va pouvoir router vers le use case correspondant, parce que voilà, ça fait partie du besoin. J'ai quand même fait un package modèle pour vous faire plaisir.
où on va retrouver les objets qui potentiellement seront partagés par d'autres use cases. On va y retrouver les ID. Alors, je mets un point d'orgue là-dessus. Un des principes du domain-driven design, la partie tactique, il y a une notion qui s'appelle le value object. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter d'utiliser que des primitives. Il faut typer les choses. Et du coup, les ID, il n'y a rien qui me frustre le plus que d'avoir des UID partout. C'est quelque chose que je trouve insupportable parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et du coup, si on vient à typer nos objets, un car ID, un rent ID, un customer ID, directement ça parle dans le code. Notamment aussi parce qu'en Java, n'oublions pas, à la compilation, les noms des variables disparaissent, si je ne m'abuse. Du coup, si vous vous retrouvez qu'avec des UID, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Je vais retrouver du coup ma location qui me servira peut-être plus tard. Je vais retrouver une interface qui va me permettre de typer tous mes événements métiers. Je vais retrouver une exception, histoire que toutes mes exceptions métiers héritent de cette exception-là. Ça me permettra demain si je veux avoir ce qu'on appelle un contrôleur advice, donc en gros que toutes les exceptions qui viendraient à remonter dans le flow doivent renvoyer une erreur au client. À l'utilisateur, en fait, ça va me permettre de jouer avec mes statuts, mes réponses, etc. Et donc mon rent ID. Dans la partie SPI, du coup, comme potentiellement ça sera partagé aussi par mes use cases, je me suis permis de faire un package SPI, donc toujours pour Service Provided Interface, où on va retrouver donc le repository, qui devient une interface. Donc là, on fait bien une distinction entre le repository au sens métier, au sens domaine du repository, au sens JPA, Spring, etc. Alors je crois que pour la petite anecdote, c'est Spring qui a piqué le terme, mais du coup qui en a détourné le sens. Enfin, bref. Et on va retrouver du coup les implémentations de nos repositories dans un package IMPL. Alors, c'est un choix. Personnellement, j'aime pas quand il y a des IMPL sur les noms des classes, donc à la limite sur le nom du package, ça me dérange pas. Et on va retrouver pareil l'implémentation de notre event bus, et on est tranquille. Alors peut-être aurez-vous remarqué que jusqu'ici il n'y a aucune annotation Spring sur ce que je suis en train de faire. Bon, modulo le test, mais on a dit les autobayards, on dit que ça n'existe pas. En gros, tout ça, ça va être géré de manière centralisée dans mon module rent. C'est-à-dire que c'est ici, donc là je suis dans l'infra, que je vais retrouver ce que j'appelle un module. Alors c'est une configuration Spring classique que j'ai auto-configurée pour des soucis techniques cette fois, pour m'assurer que cette configuration elle sera chargée à la fin, parce qu'en fait j'ai un module aussi de test pour pouvoir surcharger les choses que j'ai envie de surcharger. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des conditional on missing bin. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais grosso modo, par exemple, si je prends le rent repository, ça dit que s'il y a déjà un rent repository dans les bins de Spring, en fait je ne l'instancie pas celui-là. Donc ça me permet dans mes tests de faire une implème de test pour pouvoir moquer, pour pouvoir faire des when, utiliser du Mockito et tout ça dessus. Du coup, je retrouve toute ma partie ici d'instanciation. Je retrouve par exemple mon horloge Spring pour faire du système UTC dans le cadre de la prod. Et donc si je vais dans mes tests, toc, ici on retrouve à peu près, on retrouve une config, et là en fait je viens définir une clock scénario, parce que dans mon scénario je viens saisir la date du jour. Donc là ça me permet d'être assez fin sur la manière de tester mon use case. Je peux jouer avec comme je veux en fait. Et du coup, enfin, la dernière petite chose, l'avantage d'avoir fait ça comme ça, toc toc toc, on va aller dans report. C'est où? Là. Boop. Boop. Là, en fait, du coup, là, c'est l'avantage de JGiven, mais on pourrait le faire en Gherkin/Cucumber. En fait, l'avantage de JGiven dans mon cas, c'est que ça m'a généré ma doc à partir de mes tests qui sont écrits de manière fonctionnelle et pas technique. Du coup, je peux donner ça
à mon PO, je peux donner ça à mon support, je peux donner ça à un nouvel arrivant. Ça, c'est de la documentation vivante du coup. Donc pour la problématique de la documentation, c'est chiant, il faut la maintenir à jour, en fait, si finalement la partie métier, on vient la foutre dans le code, donc au plus près de ce qui sera en production, ça permet d'une part d'avoir un développeur qui développe ce qu'on lui a demandé de faire, et de l'autre côté, ça, en fait, on n'a pas besoin de le maintenir, entre guillemets, parce qu'en fait, ça va évoluer au fur et à mesure des développements. Et donc, je retrouve mes cas. Alors, je vais passer le truc de on peut taguer pour retrouver les scénarios de telle fonctionnalité, tout ça, parce que c'est pas le sujet du talk. Mais voilà, grosso modo, mon point, au-delà de l'architecture oignon que je vous ai présenté, je pense que ça a de la vraie valeur pour l'avenir de travailler comme ça. Parce que du coup, on vient remettre, on vient serrer la main entre la technique et le métier. Et je pense que j'ai à peu près fini. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je suis désolé pour l'histoire de la chocolatine, ne me mettez pas un mauvais feedback. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là toute la journée. Je suis là maintenant. Et je vous remercie de m'avoir écouté.